Bonjour, madame, monsieur. Le projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre, bientôt dans sa phase d'exécution. Le lancement est effectif pour le ministère des Infrastructures. Près de 3 milliards débloqués et 49 communes engagées. La jeunesse aura de quoi faire et nous le verrons dans un instant. Elles n'en finissent pas, les tensions entre le Royaume-Uni et l'Iran. Des navires iraniens auraient tenté d'empêcher le passage d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz. L'Iran nie une fois de plus toute implication et menace. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Débroussaillage manuel, curage de caniveaux, élevage, plantation d'arbres, bref, il y aura à faire pour la jeunesse en quête d'activités susceptibles de lui fournir un revenu. Cela à travers le projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre, initié par le gouvernement burkinabé. À ce titre, le ministère des Infrastructures s'est vu doté de plus de 2 milliards de francs CFA. Ce matin, il a procédé au lancement des travaux à travers un atelier et nous voyons cela avec Moussa Ouedraogo et Abdoul Rasmanezongo. Les travaux à IMO, haute intensité de main-d'œuvre, sont des mesures sociales décidées par le gouvernement pour combattre la précarité, en fait, le chômage et le sous-emploi des jeunes. La présente rencontre fait office de lancement national de ces travaux et les jeunes de 49 communes du Burkina Faso sont concernés. Les candidats retenus pour un contrat de 6 mois percevront une allocation mensuelle de 37 000 francs CFA. Et de 2013 à 2018, l'État a loué à travers cette frange vulnérable-là une somme d'environ 28 milliards et demi. Et en même temps, il a créé des emplois d'environ 198 000 emplois. Le but de cet atelier est que les gens s'approprient effectivement du mécanisme pour que la redistribution des ressources financières puisse arriver effectivement à tout le monde dans un équilibre parfait. En dehors de la salubrité publique déjà menée, les jeunes doivent s'attaquer maintenant à des travaux manuels à l'image du débroussaillage, le curage de caniveaux, d'ouvrages, le bouchage de nids de poules et l'abattage des arbres. Ils pourront également être formés dans des métiers comme la restauration, la teinture, le tissage et l'aviculture. C'est une concertation qui se veut utile et qui se présente comme un préalable au 8e Forum national des jeunes prévu pour août prochain. Ceux de la partie ouest du Burkina se sont donné rendez-vous à Dédougou ces 11 et 12 juillet. La rencontre devrait leur permettre d'identifier et d'examiner leurs difficultés afin de permettre une meilleure formulation des recommandations et résolutions au forum de Bobo. Nous voyons cela avec Serge Somda et Aïcha Dianda. Le forum de la zone de l'Ouest réunit ici à Dédougou les jeunes des régions des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest et de la boucle du Mouhoun. Pendant 2 jours, ces jeunes vont échanger autour du thème « Rôle et responsabilisation de la jeunesse dans l'édification d'une nation prospère et émergente dans un contexte de lutte contre le terrorisme ». Donc on souhaiterait vivement qu'ils puissent en tout cas se sentir eux-mêmes déjà interpellés et responsabilisés. Dans la mesure où la volonté politique attendue est là, elle est effective. Un forum n'est pas égal à un autre au regard du contexte. Nous souhaiterons vivement que les jeunes en prennent conscience et qu'en tout cas ils sortent de ces travaux-là des propositions qui puissent aider à mieux préciser les interventions donc, sur leurs problématiques. Ces forats des jeunes de l'Ouest se tiennent au même moment que ceux de l'Est, du Nord et du Centre. C'est les préparatifs du forum. Déjà, on va discuter ici pour avoir un consensus. Et maintenant, dans 1 mois, on va se retrouver à Bobo pour les présenter aux plus autorités du pays, dont le président du Faso lui-même. En marge de cette rencontre se déroule le salon de la créativité et de l'innovation. Ce cadre permet aux jeunes porteurs de projets de présenter leurs œuvres. Et à l'issue de cette session, 5 seront retenus pour compétir au Forum national des jeunes prévu pour les 10 et 12 août prochains à Bobo-Dioulasso.
La jeunesse très active décide de faire front contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elle était au rendez-vous du 6 juillet dernier à Ouaga pour le lancement de la plateforme Front africain de la jeunesse contre l'extrémisme violent. Pour ce faire, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Burkina étaient représentés. Les détails avec Rasmane Zundi et Estelle Judith Assogba. Ces jeunes disent non à l'extrémisme violent en Afrique. Venus du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée, ils veulent combattre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers leurs actions. À cet effet, une plateforme panafricaine a été créée et c'est la Côte d'Ivoire qui a eu le privilège de porter le flambeau du Front africain de la jeunesse contre l'extrémisme violent. Nous sommes réunis au sein de cette plateforme afin de conjurer le mauvais sort. Le mauvais sort qui, pour nous, est défini par ces attaques violentes ou ces actions extrémistes contre les populations africaines, pour ne pas dire les peuples des différents États. Et donc, les jeunes, après un constat, ont bien voulu se mettre en première ligne afin de pouvoir combattre ce phénomène-là. Parce que nous avons constaté que l'un des éléments, pour ne pas dire le vivier, de ces hommes de peu de foi qui veulent forcément désorganiser nos États et la situation de nos pays, tirent leurs ressources dans ce vivier jeune. Il est de ma responsabilité maintenant de ne pas faire honte, et de réussir la mission qui m'a été confiée. Les représentants des pays participants ont tous condamné les différentes formes de l'extrémisme violent que subit le continent africain. Ils ont par ailleurs appelé ces jeunes à jouer leur partition pour lutter contre ce fléau qui menace le développement de l'Afrique. Ils sont dépositaires de savoirs endogènes locaux et personnes ressources dans la contribution à la préservation de nos valeurs traditionnelles. Leur reconnaissance est établie et reconnue par le gouvernement au travers du ministère de la Culture. Le ministre les a rencontrés pour des encouragements et nous voyons les détails avec Drissa Warga et Maxime Zongo. C'est établi, l'ouverture à la modernité n'est pas sans conséquence sur certaines de nos valeurs ancestrales. Et pourtant, leur contribution à la santé, au maintien de la paix et à la cohésion sociale sont avérées. C'est donc pour encourager ces acteurs qui résistent à cette érosion que le premier responsable en charge de la culture a initié cette rencontre d'échange. Par ces temps qui courent, où le vivre ensemble devient quelquefois difficile, il nous a paru opportun de rencontrer ces personnes ressources qui savent beaucoup sur les mécanismes traditionnels de gestion de certaines situations. Étaient donc conviés au débat des tradipraticiens, des personnes ressources du monde de la culture et surtout des lauréats de la nuit des Kakamsé, une cérémonie qui a permis de distinguer des détenteurs de savoirs locaux. On a entendu des témoignages de personnes qui traitent des pathologies qui échappent à la médecine dite moderne. Je pense qu'en collaboration avec le ministère de la Santé et tout cela, il va falloir remettre tout cela au goût du jour parce que, comme je l'ai indiqué, si vous vous perdez en brousse, la sagesse nous vous recommande de vous retourner vers vous-même. Les échanges ont surtout porté sur les mécanismes pouvant contribuer à la préservation et à la promotion des savoirs endogènes au profit des générations futures. Partie de l'informel avec 60 000 francs CFA en 1976, elle est aujourd'hui leader dans plusieurs domaines d'activité, dont l'aviculture, la minoterie et l'immobilier. Il s'agit là de l'entreprise Sedima, aujourd'hui une holding de plus de 3 000 employés permanents. Le Burkina veut apprendre de son expérience et pour ce faire, la délégation conduite par le ministre du Commerce a fait une visite des lieux à la faveur des journées commerciales du Burkina au Sénégal. Le témoignage de nos envoyés spéciaux, Sie Dilarien et Maïmouna Traoré. La délégation burkinabé s'inspire de l'expérience du groupe Sedima, créé en 1976 avec 60 000 francs CFA et 120 poussins. Il a diversifié ses activités et se positionne aujourd'hui comme l'un des grands groupes dans l'aviculture, l'agrobusiness,
la minoterie, l'immobilier et la finance, avec un chiffre d'affaires de 46 milliards de francs CFA en 2018. Ça vous donne des idées, du courage de travailler, de faire en sorte que vraiment chez nous aussi qu'on copie. Ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau du Sénégal, ça nous permet vraiment, ça nous donne de très belles initiatives pour développer notre business. C'est un grand message qu'il nous donne ici. Oui, lorsque le secteur privé se met en avant aux côtés donc des politiques et lorsque le secteur privé accompagne et réalise les politiques publiques, on obtient des résultats pareils et nous allons nous inspirer davantage. Et le fondateur du groupe Sedima de donner quelques conseils à tous ceux qui désirent entreprendre. On ne fait pas les choses pour l'argent. On fait les choses par conviction, on fait les choses par plaisir, on les fait parce qu'on aime. Et à force de le faire parce qu'on aime, de développer une certaine confiance, une certaine passion, c'est sûr qu'après le succès, il est au bout de l'effort. Mais la priorité des choses, c'est vraiment identifier qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec plaisir et pour lequel on est prêt à se sacrifier. Le groupe Sedima est présent au Mali et pourrait aussi s'investir au Burkina Faso. Il faut sauver le forage Christine implanté dans la province de Loudalan depuis 1971. Cette zone de convergence et de concentration des troupeaux de la sous-région rencontre des difficultés liées à l'insécurité. Le comité de gestion et les partenaires ont décidé de trouver des solutions à la situation, d'où l'atelier bilan de Dori, le compte rendu avec Martin Ouedraogo et Pinindie Nyanou. Le forage Christine, principal ouvrage hydraulique pastoral dans le Sahel, connaît d'énormes difficultés au niveau de sa gestion et son fonctionnement. Cela dû à l'insécurité qui prévaut dans la localité. Ces acteurs ici présents impliqués dans sa gestion font le bilan de 2017 et 2018. Il est question aussi de trouver des voies et moyens pour donner du souffle au forage. À partir de cet atelier, que devons-nous faire? Nous devons réfléchir pour voir dans la condition actuelle d'insécurité comment gérer le forage Christine, comment impliquer les différents acteurs pour que le forage Christine puisse fonctionner. De l'avis des partenaires techniques, il faut à tout prix sauver le forage et offrir un espace de pâturage aux éleveurs. Faire clairement au niveau de cet atelier ressortir tous les grands enjeux, donc à travers une feuille de route pour la réouverture de ce forage. Parce que si le forage n'est pas ouvert, c'est une catastrophe que nous créons. On travaillera de telle sorte en respectant les strictes règles de la sécurité pour voir comment on peut ouvrir le forage. Le forage Christine est implanté depuis 1971 à Déou dans la province de Loudalan. Il constitue une zone de convergence et de concentration de troupeaux transhumants venus du Niger, du Mali et également des pays lointains comme le Nigeria. C'est aussi avec ses partenaires que Plan International Burkina veut améliorer ses interventions futures. Et c'est à Kaya que s'examine la qualité des projets du plan annuel mis en œuvre dans la région du centre-nord. Des décisions sont attendues au sortir de la rencontre. Les détails avec Alidou Badini et Aimé Solange Guigma. À cette revue annuelle, il s'agira pour le bureau régional du centre-nord de l'ONG Plan International Burkina et ses partenaires de faire une analyse critique sur l'état de mise en œuvre des projets. Toute chose qui leur permettra de mesurer le niveau d'atteinte des indicateurs, de mettre à nu les difficultés rencontrées et de déterminer les progrès réalisés. Et le bilan dressé est positif. Très positif dans la mesure où nous étions dans une situation de développement communautaire et nous avons allié immédiatement une situation d'urgence que nous avons pu gérer. Il faut dire que notre action aujourd'hui, en termes de finances que nous avons déboursées pour ces actions humanitaires, tourne autour du milliard. Nous avons réussi vraiment à faire quitter les enfants du milieu non scolarisé aux écoles classiques de près de 800 enfants, ne serait-ce que pour cette année seulement. Et encore, dans la promotion des droits de l'enfant, nous avons fait des réalisations qui nous permettent aujourd'hui de nous mettre en phase avec nos engagements.
Cette rencontre d'échange doit déboucher sur la formulation des recommandations et l'élaboration d'un plan de résolution des problèmes en vue d'améliorer la qualité des projets et programmes en lien avec les objectifs de la stratégie pays 2019-2023 pour la protection et l'épanouissement des enfants et des jeunes filles. Hors de chez nous, c'est un regain de tension dans la crise qui oppose le Royaume-Uni à l'Iran. Des navires iraniens auraient tenté d'empêcher le passage d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz. L'incident intervient après la mise à garde du président iranien face à l'arraisonnement d'un pétrolier iranien au large de Gibraltar la semaine écoulée. Le Royaume-Uni a dû déployer une frégate de la Royal Navy pour aller à la rescousse d'un pétrolier britannique bloqué par 3 navires iraniens. D'après Londres, l'incident s'est déroulé mercredi dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un tiers du pétrole brut mondial, acheminé par voie maritime. De son côté, l'Iran nie toute confrontation récente avec des navires étrangers dans ses eaux stratégiques. Mais ce dernier incident intervient une semaine après un autre, dans le détroit de Gibraltar cette fois. Des commandos britanniques y ont saisi un pétrolier soupçonné de livrer du brut iranien à la Syrie en violation des sanctions européennes et américaines contre Bachar el-Assad. Une opération réalisée à la demande de Washington selon les autorités espagnoles et qui a provoqué la colère de Téhéran. L'Iran aurait-il agi en représailles dans le détroit d'Ormuz? Londres a exprimé ses inquiétudes après cet incident et a exhorté Téhéran à désamorcer la crise dans la région. Je pense qu'il est important que tous les navires britanniques, ceux avec un drapeau britannique ou un autre, soient en mesure de naviguer dans les eaux du Golfe Persique et ailleurs en toute sécurité. Il est évident que ces développements sont inquiétants, mais je suis très fier de la Royal Navy et du rôle qu'elle a joué en défendant les intérêts britanniques. Nous continuons de surveiller la situation avec beaucoup d'attention. Les États-Unis ont confirmé leur intention de former une coalition internationale pour escorter les navires de commerce dans le Golfe. Les tensions dans la région n'ont fait que s'intensifier depuis que les États-Unis se sont retirés en 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien. En sport, la 32e Coupe d'Afrique des Nations bat son plein en Égypte. Le dernier ticket pour les demi-finales a été arraché par la Tunisie face à Madagascar à 3-0. Nous revoyons la rencontre avec Abdoulaye Kabouri. Espérons que la comparaison s'arrêtera là parce que Difficile de prédire qui de la Tunisie ou de Madagascar ira en demi-finale la CAN. Une réserve qui a sa raison d'être au vu du niveau et de la bonne prestation des joueurs de Lille lors de la dite compétition. Côté tunisien, c'est Wabi Kazri qui se signale. Les deux équipes sont volontaires et montrent de bonnes dispositions sans pourtant trouver le chemin des filets jusqu'à la mi-temps. En seconde période, les choses se précisent. L'adresse est au rendez-vous, côté tunisien. Et c'est Ferjani Sassi qui ouvre le score à la 52e minute. Les Rouges ne s'avouent pas vaincus. Hélas pour eux, ils vont encaisser un deuxième but. L'œuvre est de Msakni à la 60e minute. Du côté malgache, le coup franc obtenu n'aura pas un sort favorable. Les Aigles de Carthage ont de l'expérience. Ils mettent la pression sur les ébus pour enfin sceller le sort de la rencontre avec ce troisième but dans les arrêts de jeu, signé Naïm Sliti. Les Aigles de Carthage sont la deuxième équipe d'Afrique du Nord, après les Fennecs d'Algérie, à se hisser dans le carré d'as, pour ne pas dire les demi-finales. La revue de presse de ce jour est largement dominée par la situation sécuritaire. Échange direct entre Emmanuel Macron, Nana Akufo-Addo et la diaspora africaine en France. Sortie médiatique du chef d'état-major des armées françaises sur la situation sécuritaire dans le Sahel. La prorogation de l'état d'urgence dans certaines régions du Burkina. Des sujets à découvrir avec Vincent Kendrebeugou.
prorogation de l'état d'urgence, la cohésion était de rigueur à l'Assemblée nationale, même si, titre l'observateur Palga, pour dire que c'est à l'unanimité que les députés ont voté la loi autorisant cette prorogation. Mais quelques députés de l'opposition n'ont pas manqué l'occasion d'interpeller le gouvernement quant aux résultats des manœuvres militaires sur le terrain, notamment au centre-nord et au Sahel. Mais du côté du gouvernement, on avance des chiffres des opérations parmi lesquelles 5 bases terroristes détruites, 297 personnes interpellées, dont 110 déférées au parquet militaire. Si on quitte le Sahel, ces pays s'effondreront sur eux-mêmes. Cette déclaration est du chef d'état-major des armées françaises que aujourd'hui au Paso reprend à sa une. Et pour le journal, l'affirmation du général Lecointre sonne comme une réponse aux virulentes critiques faites à l'armée française au Sahel. Alors, ces pays s'effondreront, le terrorisme s'y développera de façon incontrôlée jusqu'à gagner la France et l'Europe et occasionnera des phénomènes de migration absolument phénoménaux, explique l'officier supérieur français qui ajoute que le problème est systémique avec des implications de développement, de gouvernance aggravées par des tensions ethniques et la sécheresse. Dans le journal Le Pays, vers un renouveau des relations franco-africaines, avec un président français qui se refuse à faire comme ses prédécesseurs, préférant le contact direct avec les forces vives de l'Afrique, chose qu'il a expérimenté à Ouagadougou avec les étudiants. Hier, jeudi, Emmanuel Macron était face à la diaspora africaine en France, avec comme invité le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Le premier signe de rupture est d'ordre linguistique, pas une rencontre pour magnifier la langue française. Et puis c'est comme si Macron préférait ces hommes d'État qui n'ont pas la langue dans la poche, et Akufo-Addo est de ceux-là, lui qui affirmait à Accra en présence du président français qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique pour nous, rappelle le journal. Et ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, Dieu voulant.